Aujourd'hui, nous abordons les histoires d'attaques de requins les plus brutales et sauvages que nous ayons couvertes sur cette chaîne cette année. Des grands requins blancs aux requins tigres, en passant par les requins taureaux, la vidéo d'aujourd'hui vous fera certainement réfléchir à 2 fois avant de vous aventurer dans l'océan. Appuyez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous maintenant. Voici les attaques de requins les plus mortelles de 2023. Bienvenue dans l'une des destinations touristiques les plus connues de l'Ajola, la crique de l'Ajola, une petite anse entourée de hautes falaises rocheuses. Elle est devenue un excellent endroit pour la plongée sous-marine, la baignade et le snorkeling grâce à sa richesse en vie marine et à ses eaux cristallines plus froides. De plus, la visibilité dans l'eau peut parfois dépasser 9 mètres, attirant des plongeurs de tous les coins du sud de la Californie. De grandes et puissantes houles venant du large peuvent parfois entrer à marée haute. Il n'y a qu'une petite bande de sable sec sur la plage, mais les bassins de marée de la crique sont exposés à marée basse. Cependant, derrière la popularité et la beauté de la crique se cache un passé sombre. En juin 1959, l'une des attaques de requins les plus horribles de San Diego, en Californie, s'est produite à Alligator Head, à quelques pas de la crique de La Jolla. C'était le 14 juin 1959. Alors que la plupart des gens étaient heureux de dormir toute la journée, Robert Pampering était réveillé tôt ce dimanche, regardant par ses fenêtres. Il remarqua que le temps n'était pas tout à fait en sa faveur. Une mauvaise journée pour être dans l'océan. Cependant, Robert et son ami Gérard avaient prévu cette journée depuis un certain temps. Ils prévoyaient de chasser l'ormeau plus tard dans la journée. Les ormeaux sont d'énormes mollusques gastéropodes marins. On trouve le plus souvent ce grand escargot de mer dans les eaux froides de Nouvelle-Zélande, d'Australie, d'Afrique du Sud, du Japon et de la côte ouest de l'Amérique du Nord. Les ormeaux sont appréciés pour leur chair exquise et leur saveur extraordinairement profonde, ce qui en fait un mets délicat. C'est l'un des fruits de mer les plus chers disponibles et peut être vendu à un prix élevé, qu'il soit en conserve, congelé ou vivant dans sa coquille. Robert et Gérard espéraient vendre une partie de leur prise à un prix raisonnable, sachant qu'il y avait une population florissante d'ormeaux dans les parties plus profondes d'Alligator Head. Cependant, les ormeaux sont généralement des animaux nocturnes. Ils aiment rester à l'écart des zones éclairées, en se cachant dans l'obscurité pendant la journée et en se nourrissant la nuit. Cela signifie que Robert et Gérard devaient procéder à la chasse plus tard dans la journée. Pour occuper le temps dans l'après-midi, les 2 amis décidèrent d'emmener leurs petites amies à la plage. Le plan était que, pendant que les filles prendraient un bain de soleil sur le rivage, Robert et Gérard partiraient chasser à Alligator Head. Robert se prépara pour la journée comme n'importe quel autre jour. Il prépara le petit déjeuner et écouta les nouvelles, ne se rendant pas compte que cette journée calme et nuageuse allait prendre un tournant cauchemardesque. La chasse à l'ormeau est en réalité assez éprouvante pour le corps, car elle nécessite beaucoup de mouvements. Robert allait donc faire de la plongée en apnée plus tard. Il prépara un équipement minimal, une paire de palmes bleues, un maillot de bain rose, un masque noir, des gants de plongée noirs et un fer à ormeaux à manches jaunes. Un outil utilisé pour extraire les ormeaux des roches sans les blesser. Il apporta également une chambre à air noir avec un sac de toile attaché. Après que Robert et sa petite amie eurent fini de tout préparer, ils montèrent dans leur voiture et se dirigèrent vers la plage de La Jolla Cove. Le soleil était toujours couvert, mais de temps en temps, il perçait à travers les nuages. La sortie aurait pu être facilement annulée, mais rien n'arrêtait Robert et Gérard. En arrivant à la plage, Robert gara sa voiture et retrouva Gérard et sa petite amie. Les 2 hommes se serrèrent la main et rirent ensemble.
Ils parlèrent du temps et, bien sûr, de la chasse prévue plus tard. Pendant ce temps, leurs petites amies se mirent à discuter. Les quatre se dirigèrent directement vers la plage et passèrent du temps comme ils le faisaient habituellement. Ils avaient une vue imprenable sur le magnifique océan de San Diego. Après tout, qui ne voudrait pas profiter d'un dimanche relaxant comme celui-ci? Vers 17 heures, Robert et Gérard rassemblèrent leur équipement dans leur véhicule garé et se dirigèrent vers Alligator Head. Le temps était toujours couvert et les deux hommes ne pouvaient voir qu'à travers 7 mètres d'eau en dessous d'eux. Pas vraiment une journée idéale pour chasser leurs maux. Cependant, il était temps de plonger dans l'eau. Les deux hommes enfilèrent leurs masques, leurs palmes et leurs gants. Ils se dirigèrent droit vers l'eau. Les hommes étaient des nageurs et des plongeurs expérimentés. Ils étaient donc suffisamment entraînés pour comprendre les risques d'entrer dans l'océan. Étant ingénieur pour un fabricant de convoyeurs d'avions, Robert n'était pas un imbécile. Cependant, ce qui leur donnait probablement confiance était l'histoire de la région. Il n'y avait jamais eu d'attaque mortelle de requins dans cette zone auparavant. Aux yeux du public, c'était un endroit sûr pour la plongée. Cependant, tout allait bientôt changer. Les deux hommes prirent de profondes inspirations et s'enfoncèrent dans les profondeurs, nageant lentement à travers l'eau. Ils scrutèrent la zone à la recherche d'ormeaux sauvages, se cachant dans les crevasses et sur les surfaces des rochers au fond. Repérant quelques ormeaux à quelques mètres de profondeur, les deux hommes plongèrent rapidement plus profondément, une main tenant le fer et l'autre tenant le sac de toile. Ils faisaient attention à ne pas endommager les coquilles, mais ils devaient agir rapidement. Après tout, il n'y avait pas de bouteille d'air pour les sauver de la noyade. Après avoir recueilli quelques ormeaux, les hommes remontèrent à la surface et prirent une bouffée d'air frais. Le destin devait avoir d'autres plans ce jour-là, car, pour une raison quelconque, les deux se séparèrent à cause des vagues. Lentement mais sûrement, Robert et Gérard s'éloignèrent l'un de l'autre jusqu'à ce qu'il y ait 10 à 15 mètres entre eux. Soudain, un grand requin blanc apparut sous Robert, balançant sa tête redoutable d'avant en arrière. Il évaluait Robert, pensant qu'il était l'une de ses proies. Et puis cela arriva. Le requin passa à l'attaque et l'eau explosa dans le chaos. Ouvrant ses mâchoires massives, la créature parvint à dévorer tout le bas du corps de Robert, le forçant à s'élever anormalement hors de la surface. Robert cria désespérément « À l'aide, Gérard !» Rapidement, Gérard se tourna dans la direction de son ami. Il vit Robert en détresse, mais pensa qu'il avait peut-être une crampe. Néanmoins, Gérard se précipita au secours de son ami. Cependant, quelque chose n'allait pas. Gérard remarqua que Robert disparut soudainement dans les eaux, laissant derrière lui une brume cramoisie de sang. Surpris et en totale incrédulité, Gérard plongea plus profondément dans l'eau pour vraiment estima que la créature mesurait environ 7 mètres de long. Robert se débattait sauvagement, essayant de se libérer de la bête maraudeuse. Cependant, c'était en vain. La puissance du requin le submergea et il l'emporta rapidement vers les eaux profondes. Gérard prit une profonde inspiration et se précipita rapidement vers l'agitation, agitant frénétiquement ses mains vers le requin dans une tentative de l'effrayer. Cependant, ce fut en vain. Les mâchoires du requin étaient fermement serrées sur le bas du corps de Robert, ses jambes à l'intérieur des mâchoires de la créature. Soudain, l'énorme requin commença à balancer sa tête de gauche à droite, essayant de déchirer Robert en deux. Réalisant qu'il n'avait aucun effet sur la créature, Gérard nagea vers le rivage, alertant les sauveteurs, qui à leur tour alertèrent les autorités locales de l'attaque. Immédiatement après l'attaque de Robert, 10 plongeurs expérimentés plongèrent dans la zone à la recherche de Robert. Cependant, après avoir fouillé les eaux pendant 2 heures, ils ne trouvèrent rien, pas même les vêtements ou l'équipement de Robert. Toutefois, quelques jours plus tard, une palme marquée de rangées de dents de requin s'échoua sur la plage de La Jolla. Après inspection,
les autorités découvrirent les initiales de Robert écrites dessus. Dans les enquêtes qui suivirent, les gens étaient sceptiques envers Gérard. Cependant, son témoignage fut corroboré par William Abbott, qui se trouvait au sommet d'une formation rocheuse lorsque l'attaque s'est produite. Son témoignage concordait avec celui de Gérard. Néanmoins, les gens doutaient encore qu'il s'agisse d'un grand requin blanc qui avait attaqué Robert. Ils voulaient croire que c'était une orque, mais Gérard était sûr d'avoir vu un grand requin blanc. Les enquêtes révélèrent 4 événements cruciaux qui s'étaient produits auparavant et qui auraient pu contribuer au sort atroce de Robert. Premièrement, des plongeurs harponnaient des cérioles moins de 2 heures avant l'attaque. Il est rapporté que les requins sont attirés par les poissons harponnés et les vibrations de basse fréquence de l'agitation. Deuxièmement, quelques heures avant l'attaque, un marin de la marine américaine s'était gravement lacéré sur les rochers adjacents. Par conséquent, il avait perdu beaucoup de sang alors qu'il était dans l'eau, attirant davantage le requin dans la zone. Troisièmement, à environ 600 mètres à l'ouest de la crique, se trouvait un groupe de phoques communs, perchés sur les rochers. La quatrième raison est probablement celle qui a le plus contribué à l'attaque. La nuit précédant l'attaque, une baleine morte s'était échouée à 800 mètres au nord de l'endroit où Robert a été attaqué. Cela a peut-être attiré l'attention indésirable du requin, causant finalement le sort horrible de Robert. C'était sans aucun doute une tragédie ce qui est arrivé à Robert. Nous pouvons tous convenir que vous soyez un plongeur ou un nageur expérimenté, des choses hors de votre contrôle peuvent directement influencer votre temps dans l'océan. Vous devez toujours garder à l'esprit que lorsque vous entrez dans l'eau, vous entrez sur le territoire de la bête. Vous êtes à sa merci et mesurant jusqu'à 7 mètres de long, elle pourrait facilement vous avaler tout entier. Même dans les eaux sans antécédent d'attaque mortelle de requins, sans prendre les précautions appropriées, vous pourriez facilement devenir la première victime d'une attaque de requin. Croisant dans les profondeurs des océans du monde, se trouvent des requins qui se sont fait une réputation comme les espèces de requins les plus dangereuses, les grands requins blancs. Ils sont équipés de rangées de dents tranchantes, comme des rasoirs qui sont impitoyables lors de leurs infâmes attaques surprises. Lorsque les grands requins blancs cherchent à satisfaire leur grand appétit, la dernière chose que vous voulez faire est de vous trouver sur leur chemin. Lorsque ces créatures marines impitoyables décident de frapper, elles se déplacent avec une telle précision et une telle vitesse qu'elles finissent par ne laisser aucune chance à leurs victimes de réagir. Les spectateurs n'ont d'autre choix que de regarder avec horreur. Ce fut le cas d'un homme nommé Randall Fry, un père de 50 ans d'un enfant qui était un passionné de l'océan et aimait passer chaque moment éveillé dans les vastes océans. Ainsi, le 15 août 2004, comme n'importe quel autre jour propice, Randall ne put résister à l'envie d'aller à l'océan. Avec ses compagnons de plongée de longue date, Cliff Zimmerman et Red Bartley, il répondit à l'appel et ils partirent tous vers la côte de Mesino pour la pêche à l'ormeau à bord du bateau de pêche de 28 pieds nommé Dolphin. Le trio débordait d'excitation tandis que la fraîche brise océanique caressait leur corps. Ils scrutèrent l'océan turquoise jusqu'à ce qu'ils soient tous d'accord que la crique abritée de Kila Rock était l'endroit parfait pour la chasse à l'ormeau. Le trio était déjà venu dans cette crique plusieurs fois auparavant et la connaissait comme leur poche. Alors, avant de mettre le pied dans les eaux fraîches et attirantes, ils scrutèrent rapidement l'océan à la recherche de requins ou de lions de mer que les grands requins blancs aimaient suivre. Une fois la côte dégagée, Randall ne perdit pas de temps et sauta dans les eaux. Quelques minutes plus tard, Cliff le rejoignit. Comme les ormeaux ne pouvaient être attrapés qu'en plongée libre dans les eaux de 15 pieds de profondeur, tout ce qu'il portait était une combinaison et un masque.
Tandis que Randy, comme ils aimaient tout l'appeler, dérivait lentement loin du bateau, Cliff restait à proximité car il avait des problèmes avec son équipement. Pour une raison quelconque, son masque ne cessait de s'embuer. Bartley choisit de rester en arrière et de garder un œil sur tout danger éventuel. Sur le pont du bateau, il décida de s'occuper. Il sortit sa canne à pêche, accrocha l'appât et le lança dans l'eau. En un rien de temps, Bartley avait attrapé une morue noire. Avant que les autres ne puissent attraper leur premier ormeau, Randy était maintenant à 3 pieds de Cliff, qui essayait de le rattraper, mais luttait encore avec son masque à la surface. Ils bavardaient et plaisantaient, tandis que leurs têtes montaient et descendaient au rythme de chaque respiration de la mer. Randy avait hâte de commencer l'aventure et ne pouvait pas attendre 1 minute de plus que Cliff finisse de tripoter son équipement. Il décida donc de plonger plus profondément, ne voulant pas manquer le plaisir. Cliff nettoya rapidement son masque embué et plongea sa tête dans l'eau pour aspirer son masque sur sa tête. Lorsque son visage brisa la surface de l'eau, l'inattendu se produisit. Il put sentir la pression de quelque chose de gros passant près de lui. Il sortit la tête de l'eau et regarda autour de lui, espérant voir le sous-marin ou le hors-bord qui venait de passer près de lui. Dans un tournant horrible des événements, les yeux de Cliff rencontrèrent une grande nageoire dorsale dépassant de l'eau. Tout ce qu'il savait et avait besoin de savoir était que le poisson était gros, assez gros pour tuer. Avant que ses cris de terreur ne puissent atteindre Randall et l'avertir du danger imminent, l'océan bleu vira soudainement au cramoisi. De nulle part, le grand requin blanc de 18 pieds saisit Randall à la gorge et lui arracha la tête, le tuant instantanément. On vit des quantités copieuses de sang jaillir à la surface de l'eau avant que le requin et Randy ne disparaissent dans les eaux troubles. Pendant un moment, Cliff crut qu'il était au beau milieu d'un film d'horreur, mais les vagues maintenant fortes le ramenèrent rapidement à la réalité. Cliff, qui avait passé une bonne partie de sa vie sur cette côte, avait entendu parler de nombreuses attaques de requins précédentes, mais aucune n'avait été mortelle. Et pour qu'une attaque de requin aussi fatale que celle de Randy se produise juste devant ses yeux, c'était incroyable. Il ne pouvait se défaire du sentiment que quelques secondes plus tôt, cela aurait pu être lui. Cependant, il n'était pas encore en sécurité face à la créature monstrueuse. Il lâcha immédiatement sa ceinture de plomb et rassembla toute l'énergie qui lui restait, nageant frénétiquement vers le bateau. Il ne pouvait pas dire si le requin était à ses trousses. Le cœur sur le point d'exploser dans sa poitrine, il se poussa au-delà de ses limites, priant et espérant que son corps le propulserait plus vite que le monstre aquatique. Heureusement, Bartley était là pour le tirer hors de l'eau. Bartley, qui avait entendu Cliff crier à plein poumon, leva les yeux pour ne voir qu'une mare de sang s'étendant à la surface de l'eau. Ils prirent un moment et regardèrent autour une fois de plus, mais ils ne pouvaient voir ni le requin ni leur ami bien-aimé. Le sang aussi avait disparu. Cliff tremblait encore et pouvait à peine reprendre son souffle. Bartley saisit rapidement sa radio, tout en essayant de diriger le bateau, et lança un appel de détresse. Le duo entama son trajet angoissant de retour vers la rive sableuse. En un rien de temps, des hélicoptères survolaient la grotte de Key-La Rocks à la recherche du corps de Randall. Malheureusement, leurs efforts furent vains, car le crépuscule arriva et l'équipe se dispersa. Bartley commença son trajet de retour, mais d'abord, il devait passer un autre appel. Il appela la mère de Randy et lui annonça la nouvelle. Le lendemain, dans un tournant macabre en se remémorant leur interaction avec Randall, Cliff se souvint que lors d'une de leurs plaisanteries habituelles, Randy avait mentionné qu'un requin pourrait l'avoir un jour. Il ne savait pas que le présage se réaliserait et de la manière la plus horrible possible, et que ses amis seraient laissés à regarder avec horreur. Le seul réconfort que les proches de Randall eurent fut que plus tôt ce jour-là, un garde-côte avait récupéré le corps sans tête et sans vie de Randall. Sans la combinaison qui portait son nom, il aurait fallu plus de temps pour l'identifier. Mais l'horreur était loin d'être terminée.
Le 8 septembre, 3 semaines après l'horrible incident, un promeneur marchant sur la plage de 10 miles au nord de Fort Bragg trouva une tête. Après enquête, elle fut identifiée par les autorités du comté de Mendocino comme appartenant à Randall. Les attaques mortelles de requins dans cette zone étaient rares, et en consultant les raisons de cela, certains experts croient fermement que le requin a pu confondre Randy avec un phoque. D'autres soupçonnaient que la décision de Bartlett de commencer à pêcher aurait pu attirer le requin dans la zone. Sa famille et ses amis se sont réunis pour répandre ses cendres dans les vagues de Mavericks, près de Half Moon Bay. Il avait passé ses meilleurs jours dans l'océan et voulait reposer près de celui-ci. Beaucoup le décrivaient comme un homme généreux, dont l'absence serait fortement ressentie par sa communauté. Les collègues de Randy le qualifiaient d'irremplaçable, et sa mort reste un rappel glacial des dangers imprévus qui se cachent dans les eaux séduisantes de l'océan, attendant de mordre la prochaine personne sans méfiance dans l'eau, la menant à sa fin tragique. C'était le dimanche 29 novembre 1964. Alors que la foule habituelle appréciait un jour de congé sans travailler ni faire d'activités excitantes, Henry Borst et ses amis prévoyaient de visiter l'océan. Ce n'est pas que Henry faisait partie de la foule habituelle pour commencer. Après tout, il était un photographe sous-marin passionné. S'il ne jouait pas du saxophone en tant que leader d'un groupe de rock and roll basé à Melbourne, l'homme semblait pouvoir tout faire. Alors, quand il avait une idée, personne ne disait à Henry qu'il ne pouvait pas ou ne devait pas le faire, pas même sa petite amie Jill Radcliffe. Donc, quand Henry prévoyait de visiter l'océan, c'était bien plus captivant que de simplement tremper ses orteils sur les plages d'Australie. Filmer des phoques sur une île ancienne et isolée au large de la côte de Victoria et faire de la chasse sous-marine dans les eaux environnantes était ce que Henry avait en tête. Un dimanche typique, Henry se préparait avec son équipe pour aller à l'île Lady Julia Percy, une île volcanique isolée située à 22 km de Port Fairy. Formée il y a environ 7 millions d'années par de violentes éruptions sous-marines, l'île s'est séparée du continent australien lorsque la masse terrestre s'est séparée de l'Antarctique. L'eau entourant l'île a une profondeur de 30 à 50 mètres. De fortes vagues sont brisées par les rochers acérés sur les rivages. À l'extrémité sud-ouest de l'île se trouvent des falaises verticales, des criques rocheuses, des plateformes côtières et d'anciennes grottes marines remplies de créatures océaniques et de cavernes mystérieuses. Fait intéressant, Lady Julia Percy abrite la plus grande colonie de reproduction d'otaries à fourrure australienne. De plus, l'île isolée offre un habitat à des oiseaux de mer rares, même selon les normes de la faune australienne. Cependant, là où il y a des otaries à fourrure, il y a aussi l'un de leurs prédateurs naturels, le grand requin blanc. Sans que Henry et ses amis ne le sachent, ce serait le jour qui changerait leur vie à jamais. Le Victorian Aqualung Club, auquel appartenait Henry, et les membres du Port Fairy Mantis Skin Diving Club quittèrent le quai de la rivière Emo à bord d'un bateau commercial de pêche aux requins. Le cinéaste portait une combinaison noire à capuche, ce qui n'était pas rare à l'époque. Finalement, les deux groupes arrivèrent sur les rivages de l'île Lady Julia Percy, où ils devaient commencer à explorer la zone et à filmer les phoques. Garant le bateau à quelques mètres au large de l'île Lady Julia Percy, Henry et ses amis, Diet, Mara Cooper et Fred A.R. parlaient d'une histoire terrifiante. Ce n'était pas exactement le genre de choses dont la foule habituelle parlerait juste avant de plonger dans l'océan et de se mettre à la merci des vagues. L'histoire terrifiante parlait d'un énorme grand requin blanc qui errait dans la zone environnante. On l'appelait Big Ben. Bien qu'il y ait rarement de vérité dans la plupart des histoires de monstres comme celle-ci, il n'était pas difficile d'y croire à ce moment-là, compte tenu des milliers d'otaries à fourrure que l'on pouvait percevoir à perte de vue.
Mettez un homme sur un bateau au milieu de l'océan près d'une île isolée et vous obtenez les ingrédients parfaits pour la créature la plus monstrueuse vivante, même si ce n'est que dans l'imagination. Cependant, selon les habitants qui affirmaient que l'énorme requin mesurait au moins 6 mètres de long, la créature était bien réelle et ils avaient les cicatrices pour le prouver. Pour Henry, cependant, c'était simplement une autre opportunité passionnante pour son portfolio. Henry entra dans l'eau vers 12h45. Nageant dans les parties profondes, Henry tourna un film pendant environ 1 heure et revint au bateau vers 13h15. Insatisfait du premier rouleau de film, Henry entra à nouveau dans les eaux. Cette fois, il était accompagné de Dietra et Fred, tous deux équipés de lances courtes. Personne n'aurait pu prédire qu'ils émergeraient de cette plongée à jamais changée par les événements à venir. Faisant une plongée libre, les 3 amis trouvèrent un groupe de phoques se roulant dans les vagues. Henry se tourna immédiatement pour filmer et se concentra sur un phoque mâle parmi le troupeau. Soudain, les phoques firent demi-tour et les vagues énergiques devinrent calmes. Quelque chose n'allait pas. Cependant, en raison de la mauvaise visibilité dans l'eau, les plongeurs ne pouvaient pas vraiment discerner ce qui se passait. Ils plongèrent plus profondément, à 10 mètres, et se collèrent au fond. Ils ne trouvaient toujours pas les phoques et réalisèrent qu'ils devaient remonter. Henry perça la surface et sa tête émergea. Cependant, une force incroyable le frappa comme un train de marchandises dès que sa tête brisa la surface. Avant qu'il ne puisse comprendre ce qui se passait, Henry savait ce qui l'avait attaqué et leva les bras en l'air pour signaler aux autres plongeurs. Il cria à plein poumon « Requin !» Soudain, il fut déchiré à travers l'eau avec une férocité incroyable et traîné sous l'eau. Il ne pouvait rien y faire. L'eau explosa dans le chaos. La force qui tirait Henry vers le bas était si forte que son masque et son tuba furent arrachés de son visage. Et puis, à partir de là, en une fraction de seconde, il aperçut l'auteur maraudeur. C'était un grand requin blanc, c'était Big Ben. La créature s'était accrochée à sa jambe, le secouant comme un chien secouant une vieille pantoufle. Henry essaya désespérément d'atteindre les yeux de la créature, mais son grand museau l'en empêchait. Il ressentit la douleur brûlante des dents du requin perçant son mollet alors qu'il griffait son visage. Au-delà de la douleur, il y avait un problème plus pressant. Henry se noyait. Il retenait sa respiration depuis environ 45 secondes alors que l'assaut continuait. Il suffoquait alors que l'énorme créature le tirait et le faisait rouler d'un côté à l'autre. Henry se souvint de la conversation qu'il avait eue sur le bateau à propos de Big Ben. Il était rempli de peur et de désespoir. Et puis soudain, les tiraillements et les roulements s'arrêtèrent. Henry put presque sentir un moment de paix. Il nagea vers la surface et émergea, haletant pour aspirer autant d'air qu'il le pouvait. Il tâtonna autour de sa jambe gauche, mais elle n'était plus là. Le requin l'avait arrachée. Malgré le choc immense, Henry parvint à rassembler sa concentration. Dipar et Fred atteignirent Henry. Cependant, il n'était pas encore tiré d'affaire car le requin était de retour pour en avoir plus, ayant pris goût à Henry. La créature s'approcha de lui à nouveau, avide d'une autre bouchée du cinéaste sans défense. Cependant, Dipar et Fred repoussèrent la bête en utilisant leurs petites lances à main. Le requin revint au moins 5 fois et chaque fois, Dipar et Fred luttèrent contre lui. La créature était si persistante à s'en prendre à Henry que les lances à main furent déformées dans la bagarre. Finalement, le bateau de plongée se dirigea à toute vitesse vers l'agitation. Jill saisit la ligne de sécurité et finalement, Henry fut ramené à bord du bateau. Henry reçut immédiatement les premiers soins sur le bateau alors qu'il saignait abondamment. Les autres plongeurs l'amenèrent au centre et appliquèrent rapidement un garrot à sa blessure. Même s'il y avait encore des membres sur l'île, le cas de Henry était beaucoup plus urgent.
Le capitaine décida de se diriger vers l'hôpital et de revenir chercher les autres membres sur l'île plus tard. Le capitaine appela immédiatement à l'aide et demanda une transfusion sanguine. Lorsqu'ils arrivèrent à Port Fairy, une ambulance les attendait déjà avec quelques litres de sang. Selon le médecin, Henry avait perdu 3,5 L de sang dans l'attaque. Il fut transporté d'urgence à l'hôpital de Warrnambool. Deux théories principales émergèrent de l'incident. Premièrement, selon Dipar, Henry caressait un chien sur la plage et sur le bateau, l'odeur du chien s'était transmise à Henry, incitant le requin à l'attaquer. L'autre théorie était que Henry portait une combinaison doublée de jaune. Selon les experts et deux universités australiennes, les requins sont daltoniens. Mais ils sont très sensibles aux objets contrastés sous les eaux troubles de l'île Lady Julia Percy. Ce jour-là, les marques de couleur jaune sur le maillot de bain de Henry auraient été un contraste saisissant avec les eaux environnantes, attirant peut-être l'attention de l'un des grands requins blancs. Cependant, beaucoup de gens soutiennent que les chances d'être attaqués sont bien moindres que celles d'être perdus en mer. Après tout, les couleurs vives aident à être repérées par les équipes de sauvetage. Néanmoins, Henry fut attaqué vicieusement malgré le fait d'être entouré de phoques. Il eut de la chance d'être en vie. Finalement, Henry se rétablit complètement et retourna dans l'eau après quelques semaines. En 1968, il sortit un documentaire intitulé « Savage Shadow », où une partie des images réelles de l'attaque et une reconstitution furent montrées. Dans une interview ultérieure, Henry ne garda pas rancune envers la créature. Pour lui, ils agissaient simplement selon leur nature. Heureusement pour Henry, il était entouré d'un groupe de plongeurs hautement qualifiés et entraînés. Certaines personnes n'ont pas cette chance. De plus, Henry considérait la perte de sa jambe comme faisant partie de sa chance, car cela l'avait aidé à survivre et à se libérer de l'emprise du requin. Mais contrairement à la plupart des attaques de grands requins blancs effectuant une morsure d'essai, ce requin était déterminé à manger Henry vivant car il revint le chercher 5 fois. Sans les amis de Henry, il aurait certainement connu une fin malheureuse. Alors que la guerre en Ukraine faisait rage, Vladimir Papov, un Russe de 23 ans, décida de quitter son pays natal, la Russie. Il voulait éviter la conscription obligatoire dans les forces armées. Ce n'était pas la vie qu'il voulait pour lui-même, et son père Yuri ne voulait pas que son fils risque sa vie en combattant. Pour cette raison, tous deux déménagèrent en Égypte, laissant derrière eux la mère de Vladimir, qui resta dans la maison familiale à Balika, près de Moscou, et la petite amie de Vladimir, Anastasia. Ils se dirigèrent vers la côte de la mer Rouge en Égypte, trouvant leur marque et profitant de la vie tranquille. Vladimir trouva un travail en ligne en tant que consultant informatique. C'était la façon parfaite de travailler à distance, depuis le confort de sa propre maison. L'arrangement semblait convenir au jeune homme et à son père, mais il ne faudrait pas longtemps avant que la tragédie ne frappe. Le 8 juin 2023, quelques mois seulement après avoir déménagé en Égypte, Yuri et Vladimir descendirent à la mer à côté de l'hôtel Dream Beach, dans la station balnéaire égyptienne de Hurghada. Cette ville pittoresque s'étend sur près de 50 km le long de la côte de la mer Rouge. L'endroit est magnifique, avec des plages de sable blanc et doré bordant les eaux turquoises. Des yachts de luxe et des bateaux à moteur mouillent juste au large et les vacanciers profitent du soleil depuis le confort de leur transat. Vladimir pensait avoir trouvé un véritable trésor en déménageant dans un endroit aussi magnifique. Il entra dans l'eau ce jour fatidique, partant pour une baignade qui devait être sa dernière. La mer calme était invitante, la température de l'air chaude et l'eau fraîche. Vladimir nagea vers le large depuis la plage dans la zone de baignade sécurisée. Plusieurs autres baigneurs profitaient de l'eau en même temps. Puis il y eut un cri. Quelqu'un avait vu quelque chose. Le pire cauchemar de tous se réalisait. Quelque chose auquel nous pensons tous quand nous entrons dans l'eau.
l'image claire d'un aileron dorsal perçant la surface. Tout le monde se précipita frénétiquement vers la plage, mais alors que Vladimir se retournait pour nager vers le rivage, il sentit une forte traction sur sa jambe et poussa un cri de douleur. Ce qui suivit fut une attaque dévastatrice et vraiment choquante. Il est rare qu'une attaque animale soit observée par des centaines de personnes à seulement quelques mètres de la victime, mais c'est exactement ce qui est arrivé à Vladimir. Lorsque les gens entendirent les cris de Vladimir, ils se levèrent de leur siège et regardèrent à travers l'eau. À seulement 6 mètres de la plage, Vladimir était secoué par un énorme requin. Lorsqu'il fut brièvement relâché, les gens purent voir l'aileron dorsal terrifiant encerclant le jeune homme. Puis il fut traîné sous l'eau. Il se débattit, on pouvait le voir essayer de repousser le requin loin de lui. Mais il était trop agile, trop rapide et trop puissant. Il y eut un fracas et un bouillonnement de l'eau alors que Vladimir était entraîné hors de vue. Le grand corps gris du requin s'arqua hors de l'eau. On vit les jambes de Vladimir donner des coups de pied dans l'air au-dessus de la surface alors qu'il était retourné et renversé. Il tournoya en cercle comme une machine à laver. Puis, il refit surface, étourdi et désorienté. Vladimir commença à faire quelques brasses vers le rivage. Comme il devait être terrifié, ne pouvant pas voir le requin, sachant qu'il était quelque part en dessous de lui, sachant qu'il allait probablement revenir pour plus, tournant autour de ses jambes avant de venir pour le tuer. La plage était si proche, terriblement proche. Il était entouré d'un nuage rouge, son propre sang se déversant dans la mer Rouge. Il fit quelques brasses anxieuses vers l'avant. Les gens pouvaient voir la nervosité dans son langage corporel. Ils pouvaient voir qu'il ne savait pas quoi faire, de quel côté se tourner. Vladimir pouvait voir son père sur la terre ferme. Il pouvait voir la foule de gens qui s'étaient rassemblés au bord de l'eau. Mais personne ne venait à son secours. « Papa !» cria-t-il. « Aide-moi !» Mais son père ne pouvait rien faire. Un bateau de sauvetage fut lancé par les sauveteurs dès que l'attaque se déclencha. Ils se dirigèrent à moteur vers Vladimir alors qu'il flottait dans l'eau pendant quelques secondes angoissantes. Puis l'ombre de l'énorme requin émergea à nouveau sous lui. Il n'en avait pas fini avec lui. Ses mâchoires s'ouvrirent grand alors qu'il remontait par en dessous. Il saisit à nouveau Vladimir, cette fois autour de son torse, et plongea profondément sous l'eau avec le jeune Russe dans ses mâchoires. Des témoins rapportèrent avoir vu le corps inerte et sans vie de Vladimir refaire surface encore et encore alors que le requin continuait à le dévorer. Pendant les 2 heures suivantes, le requin tourmenta la foule, tirant et secouant le corps de Vladimir. Ce fut vraiment un cauchemar pour tous ceux impliqués. Un sauveteur du nom de Mohammad aurait nagé vers Vladimir et un autre touriste dans l'eau pendant l'attaque. Il pouvait voir que l'eau entourant Vladimir était pleine de sang. Il pouvait voir à quel point Vladimir était déchiqueté. Lorsqu'il avait levé un bras, Mohammad vit que la main de l'homme manquait. Il faillit laisser retomber le corps dans la mer lorsqu'il remarqua que le requin lui avait arraché la tête. Le requin avait également déchiré la poitrine de l'homme. D'énormes morsures manquaient à l'abdomen. C'était la vision la plus horrifiante qu'il ait jamais vue. Il était clair que Vladimir était déjà décédé. Il concentra donc son attention sur une touriste qui nageait près de Vladimir. Elle était en état de choc, à peine capable de bouger. Mohammad la saisit sous les bras et la ramena au rivage. Là, elle fut réconfortée et prise en charge par les baigneurs. Lorsque le requin eut eu son content, les autorités purent le capturer. Ils traînèrent de longs filets derrière des hors-bords et encerclèrent le requin. Il fut piégé et ramené sur le rivage. C'était un énorme requin-tigre, mesurant 3 mètres de long. Ses marques distinctives étaient visibles sur son corps puissant alors qu'il était tiré sur le sable. Son sort était désormais scellé. Une foule se rassembla pour voir à quoi ressemblait un requin tueur.
Puis, ils commencèrent à le battre, tenant des barres de métal et des bâtons en bois. Des hommes commencèrent à frapper le requin à plusieurs reprises, sur sa tête et son visage. Le requin tenta de s'échapper, son corps impuissant sur la terre ferme. Il battit de la queue et se tortilla, désespéré d'avoir de l'eau. Après ces deux morts brutales, le requin-tigre fut ouvert. À l'intérieur de son estomac se trouvaient certains des restes de Vladimir. C'était une découverte macabre. La tête de Vladimir et plusieurs autres parties du corps étaient à l'intérieur du ventre. Mais une autre découverte pourrait avoir expliqué son comportement agressif et la raison de cette attaque dévastatrice. À l'intérieur d'elle se trouvaient des bébés requins. Les requins-tigres pondent en interne, puis les œufs éclosent à l'intérieur de la mer. Les bébés survivent à l'intérieur d'elle jusqu'à ce qu'ils soient prêts à naître environ 16 mois plus tard. L'expert marin et compatriote russe Dimitri Orlov est arrivé à sa propre conclusion sur ce qui s'est passé et pourquoi le requin a attaqué Vladimir. Il pensait qu'étant si grande et lourdement chargée, ses proies typiques auraient pu être trop rapides pour elle. Il était beaucoup plus facile pour elle de chasser des humains qui étaient relativement lents et sans défense dans l'eau. Cependant, biologiquement et écologiquement, cela ne semble pas avoir de sens. Mais Dimitri pensait que ce requin-tigre n'était pas étranger à la chair humaine. L'année précédant la mort de Vladimir, un requin-tigre avait attaqué deux touristes féminines, une Autrichienne et une Roumaine, au même endroit. D'autres experts ont affirmé que le comportement du requin aurait pu être influencé par l'augmentation des températures de la mer Rouge. Elle aurait pu migrer vers le golfe de Suez et des eaux plus fraîches. Après l'attaque, Yuri parla de la mort de son fils. Il ne gardait aucune rancune envers le gouvernement égyptien et dit remarquablement que c'était tragiquement le destin de Vladimir d'être mangé par le requin. Un commentaire inhabituel, mais qui a probablement rendu la mort de son fils plus facile à gérer. De retour en Russie, la mère de Vladimir apprit les terribles événements. Son fils avait déménagé en Égypte pour éviter une mort prématurée. Il avait toute la vie devant lui, et maintenant le monde de sa mère s'écroulait. Après l'examen médico-légal du corps de Vladimir et de ses restes, Yuri reçut l'autorisation de l'incinérer et de ramener les cendres dans sa patrie, la Russie, le lieu de repos final de Vladimir. Quant au requin, les autorités voulaient que cet énorme spécimen soit préservé. Peut-être pourrait-il servir de forme d'éducation pour les touristes et les habitants. Une équipe de 5 experts en embaumement entreprit la tâche de momifier le requin, afin qu'il puisse être exposé dans le musée local. La mer Rouge a été en proie à des attaques de requins au fil des décennies. Peut-être est-il temps maintenant de faire quelque chose à ce sujet. Comme la surpêche supprime les sources de proie des requins, tels que les grands poissons comme le thon, ils se tournent vers d'autres proies potentielles pour assouvir leur appétit, se rapprochant du rivage. Ces prédateurs incroyables sont plus susceptibles d'attaquer à nouveau que jamais auparavant. Peut-être les stations balnéaires de la mer Rouge devraient-elles installer des filets anti-requins pour protéger les baigneurs, une tactique qui s'est avérée efficace dans d'autres parties du monde. Suite à l'attaque de Vladimir, les plages furent fermées. La mer se vida alors que les touristes quittaient les stations balnéaires. Mais quelques jours plus tard, le gouvernement local jugea l'eau à nouveau sûre. Des hors-bords et des plongeurs de sécurité maintinrent une présence le long de la côte pour rassurer les visiteurs et continuer à surveiller tout danger potentiel. Mais combien de temps faudra-t-il avant que les gens n'oublient cet événement tragique? Combien de temps faudra-t-il avant qu'une autre catastrophe ne frappe, avant qu'un autre nageur innocent ne rencontre son destin? Le 16 février 2022, Simon Nellist, âgé de 35 ans, accompagné de sa fiancée Jessie Ho, s'était rendu à la plage de Little Bay à Sydney, en Australie. En tant que vétéran de l'armée britannique, ayant servi 2 fois en Afghanistan,
Simon voulait participer à l'événement Malabar Magic Ocean Swim, organisé chaque année dans le sud de Sydney. Quelques semaines avant la nage, il décida que c'était le bon moment pour s'entraîner dans les eaux calmes et sûres de Little Bay. L'océan bordant la plage était réputé pour ses requins, mais au fil des années, une gestion efficace des systèmes d'alarme, un suivi et des filets profonds dans l'eau avaient permis d'éviter toute attaque mortelle de requins sur la plage depuis plus de 6 décennies. La zone avait été déclarée sûre pour les nageurs et les surfeurs par l'administration de la Nouvelle-Galles du Sud. Pour beaucoup, sur cette plage animée et vivante, les requins étaient souvent le cadet de leurs soucis. Les grands requins blancs de plus de 4,5 mètres de long n'étaient pas une anomalie dans les vastes étendues de l'océan. L'espèce est considérée comme l'animal marin le plus dangereux pour l'homme, avec des centaines d'attaques mortelles enregistrées dans l'histoire et certains des récits les plus terrifiants de morts brutales, suffisant pour donner des frissons à quiconque. On sait que les grands requins blancs préfèrent manger des animaux plus gros à mesure qu'ils grandissent. Avec des dents dentelées de plus de 15 cm de long, ils peuvent mettre en pièces tout être humain qui ose s'aventurer trop près. Ce jour fatidique, à 16h30, Simon partit profiter de la lumière du jour avant que le soir ne tombe pour s'entraîner en vue de l'événement de natation caritatif qui devait se tenir dans quelques semaines. Il y avait plusieurs pêcheurs, surfeurs et nageurs sur la plage. Alors qu'ils nageaient à plus de 150 mètres du rivage, l'ambiance calme se transforma soudain en un tourbillon d'éclaboussures et de cris d'agonie. Un énorme requin blanc remonta du fond sous Simon et mordit son torse, plantant ses dents acérées en lui. Le requin jaillit de l'eau, surgissant de nulle part, s'élevant de plusieurs mètres. Avant de replonger avec Simon fermement dans sa gueule, les spectateurs furent horrifiés par ce spectacle, réalisant ce qui venait de se produire. Un témoin oculaire décrivit la plongée du requin dans l'eau comme ressemblant à une voiture heurtant l'océan depuis les airs. Le requin l'a juste frappé comme ça et est redescendu et a juste commencé à le manger. C'était tout. Le requin est sorti de l'eau, a attrapé quelqu'un sur le côté, s'agitait et, des flaques de sang dans l'eau. C'est horrible. La plupart de la vidéo, trop horrible à montrer. Un grand requin blanc, c'est un grand blanc. Oh mec. Oh non, quelqu'un vient de se faire manger par un requin. À seulement quelques mètres du rivage, Simon n'était pas très loin de la plage, et sa mort atroce fut observée de près par des dizaines de baigneurs, terrifiés et impuissants. Dans ces derniers instants, Simon tenta frénétiquement de frapper le requin ou de se libérer de son étreinte, mais en vain. Le sort de Simon était scellé et le grand requin blanc fit une dernière plongée profonde dans l'océan. Simon, 34 ans, vétéran et fiancé, ne fut jamais revu. Les grands requins blancs sont connus pour chasser les phoques et les otaries, mais c'était la première attaque contre une victime humaine que cette plage avait connue en 60 ans. Étant l'une des espèces de requins les plus mortelles, ils sont réputés pour lancer des attaques surprises sur leur proie et jaillir par en dessous, mordant et agrippant leurs victimes dans leurs mâchoires. Seules quelques parties du corps purent être récupérées sur le site pour rendre ce qui restait de Simon à ses amis et sa partenaire. Immédiatement après l'attaque terrifiante, les sauveteurs rappelèrent tout le monde hors de l'eau et fermèrent la plage. Des secouristes partirent en jet-ski et en hélicoptère pour essayer de trouver le requin. Mais il ne put être localisé ni identifié. Les experts ne purent déterminer pourquoi la tragédie s'était produite malgré la protection importante de la zone contre les requins. Bien que les grands blancs soient connus pour être extrêmement dangereux, les humains n'étaient pas leur proie habituelle. Ils se nourrissaient d'animaux plus gros comme les phoques, les raies et même d'autres requins plus petits.
On découvrit plus tard que Simon avait enfilé une combinaison de plongée avant d'aller nager. Il n'était pas courant pour les nageurs dans ces eaux calmes de porter ces combinaisons grises et moulantes à la plage. La cause de l'attaque contre Simon fut attribuée à une probable erreur d'identification de la part du requin. La combinaison gris foncé faisait ressembler le corps de Simon à celui d'un phoque, qui était l'une des proies principales du requin. Les grands requins blancs ont un puissant sens de l'odorat, et il est probable qu'il ait senti Simon avant de le voir. Lorsque le requin fonça vers lui depuis le fond, il était trop tard pour avorter l'attaque, et Simon se retrouva bientôt mordu en deux et entraîné sous l'eau. Toute la famille de Simon fut dévastée par la nouvelle de sa fin brutale, et le monde entier de sa fiancée Jessie s'écroula quelques semaines seulement avant leur mariage. En hommage à Simon Nelist, la course de natation Malabar Magic Ocean Swim fut annulée. Les participants se rendirent à la plage pour lui rendre hommage et se recueillir dans un moment de silence. Tout au long de sa vie, Simon avait été un amoureux de la mer. Il militait depuis longtemps contre l'abattage et la mise en cage des requins et était troublé par l'interférence que l'action humaine créait dans la chaîne alimentaire naturelle des océans. Malheureusement, sa vie prit fin dans les mâchoires du même animal, pour la conservation duquel il s'était longtemps battu. La nouvelle de l'attaque de requins se répandit comme une traînée de poudre à travers le monde et raviva les craintes d'attaque de requins en Australie. Simon était décrit par ses amis et collègues comme un homme d'intégrité et de charisme. Il aimait l'immensité de l'océan et voulait faire tout ce qui était en son pouvoir pour le sauver des conséquences négatives de l'action humaine. En tant qu'instructeur de plongée, il était conscient de l'impact des filets anti-requins et des lignes de tambour qui perturbaient l'équilibre naturel de la vie marine dans cette région. Il militait pour la protection et la conservation de la mer et de tous les animaux qui y vivent. Simon était également reconnu comme un être humain empathique. Son dernier post sur Facebook était une réflexion sur les enfants d'Afghanistan, dont beaucoup étaient devenus ses amis pendant son service militaire dans le pays. L'incident, qui s'est produit au début de l'année 2022, est encore frais dans la mémoire collective et s'ajoute à une longue liste d'attaques de requins effroyables qui servent de sombres rappels de la rapidité avec laquelle les humains peuvent passer du statut de prédateur à celui de proie. Mais pour la famille de Simon Nelist, cela transforma l'un de leurs moments les plus heureux, le mariage grandiose de leur fils, en un cauchemar qui les marqua à vie. Les parents de Simon Nelist avaient déjà réservé leur billet pour l'Australie, mais maintenant, au lieu d'assister à son mariage, ils s'y rendirent pour ses funérailles. Cela montre simplement que demain n'est promis à personne et que n'importe quel jour pourrait être celui où l'on rencontre sa fin prématurée. C'était le samedi 10 avril 1968. Stephen Samples et son père Milton se rendirent à la plage de Singer Island, en Floride. L'eau était chaude et calme, avec de nombreuses familles profitant du bord de mer. Les enfants barbotaient dans l'eau ou construisaient des châteaux de sable sur la plage. Un groupe d'adolescents se tenait à une courte distance des baigneurs, appâtant de longues lignes avec des poissons fraîchement pêchés et les lançant à la mer. Ils montèrent ensuite dans un petit bateau et se dirigèrent vers le large, versant un seau de sang animal derrière eux. À l'insu des nageurs à proximité, cette traînée de sang attirait les requins dans la zone. Le but des adolescents était de pêcher les requins pour le reste de la journée. Alors que les requins étaient attirés dans la zone, Stephen et son père, Milton, entrèrent dans la mer. Stephen était impatient d'essayer son équipement de plongée avec tuba. Il porta ses palmes jusqu'au bord de l'eau. Alors que la mer léchait doucement ses pieds, il enfila ses palmes. Son père portait un matelas pneumatique gonflable sous un bras et aidait son fils à entrer dans la mer avec l'autre. Pendant que Stephen s'éloignait de la plage et barbotait avec le visage sous la surface,
son père s'allongea sur le matelas pneumatique à moins d'1 mètre du rivage, où il y avait une pente raide où les bas-fonds cédaient la place à des eaux plus profondes. Après une demi-heure environ, Milton appela son fils pour lui dire qu'il sortait. Steven leva la tête, acquiesça en direction de son père et continua à regarder sous l'eau. Alors qu'il flottait là, il pouvait voir le fond sablonneux de la mer à 1,5 ou 2 mètres en dessous de lui. Un poisson passait occasionnellement et il montait et descendait, plongeant parfois pour ramasser des coquillages sur le fond marin. L'eau était légèrement trouble, mais la lumière du soleil pénétrait encore dans ces eaux peu profondes. Steven leva la tête au-dessus de l'eau pour vérifier à quelle distance il se trouvait du rivage. Ce faisant, il remarqua quelque chose du coin de l'œil. Il regarda et vit un grand aileron se diriger vers lui. Pris de panique, il se retourna et commença à nager vers le rivage aussi vite qu'il le pouvait. Il battit frénétiquement des jambes, ses palmes le propulsant rapidement à travers l'eau. Il tirait avec ses bras, éclaboussant la surface. Puis il ressentit quelque chose qui le terrifia. Il sentit une traction soudaine et puissante sur sa jambe. Il cria à son père « Papa, un requin !» Son père entendit les cris de Steven. Il se retourna vers l'eau juste à temps pour voir son fils de 10 ans être traîné sous l'eau. Il lâcha le matelas gonflable et sprinta dans la mer. Steven n'était qu'à environ 8 mètres du rivage. Milton plongea, fendant l'eau en direction du tumulte. Il vit l'aileron d'un requin venir vers lui aussi. Il plongea sous l'eau et se prépara en voyant la silhouette sombre émerger de l'obscurité. Il agita ses bras devant lui. Cela sembla fonctionner. Le requin dévia au dernier moment. Milton remonta à la surface et vit son fils réapparaître, toussant et crachotant. Steven ressentit une douleur terrible dans son dos lorsqu'il fut mordu à nouveau. Le requin se débattait, ballottant Steven d'un côté à l'autre dans l'eau. Il riposta, frappant le requin sur le nez, essayant désespérément de l'agripper et de le forcer à s'éloigner de lui. Mais la force du requin était trop puissante. Alors que le père de Steven nageait vers lui, il remarqua un autre aileron, puis un autre. Il y avait plus d'un requin. Ils étaient dans une frénésie alimentaire. Steven cria à nouveau, le sang se répandant dans l'eau autour de lui en un nuage sombre. L'agitation avait alerté les gens sur la plage. D'autres nageurs s'enfuirent de l'eau en panique. Une foule importante se tenait au bord de la mer, tandis que Milton criait à Steven de nager vers lui. Steven essaya désespérément de se diriger vers son père, mais il sentit un autre craquement lorsqu'un requin mordit son postérieur, serrant ses mâchoires puissantes autour de ses fesses. Thomas Fletcher, un membre du public qui se trouvait à environ 18 mètres de là, entendit les cris et vit l'agitation dans l'eau. Il saisit une planche de surf à proximité et commença immédiatement à pagayer vers le jeune garçon. Il crut d'abord que Steven était à moitié assis sur un bateau gonflable, mais il réalisa ensuite que l'objet gris à côté du garçon était en fait le dos d'un requin qui s'arquait hors de l'eau juste à côté de Steven. Bien que l'attaque n'ait duré que quelques minutes, cela sembla une éternité pour tous ceux qui étaient impliqués. Steven luttait pour rester à la surface. Il perdait du sang et les requins revenaient pour en avoir plus. Lorsque Thomas atteignit Steven et son père, il essaya de hisser Steven sur la planche de surf, mais les mains du garçon étaient glissantes. Le bras gauche de Steven saignait abondamment. Le sang rouge vif coulait le long de son bras tendu et jaillissait dans l'eau environnante. Thomas réussit à hisser le garçon de 10 ans sur la planche de surf et pagaya vers le rivage. Il serra sa main autour de la plaie ouverte de Steven, essayant d'arrêter l'hémorragie. Milton aida à pousser la planche de surf vers la plage et vers la foule qui attendait. Robert Melto, un officier de marine à la retraite, repéra la scène qui se déroulait à 60 mètres de là. Il courut vers les bas-fonds alors que Steven était ramené en sécurité sur la planche de surf. Il appliqua immédiatement une pression sur les blessures de Steven et prit le contrôle de la situation.
Ils allongèrent le garçon sur la plage, enveloppant ses blessures béantes avec des vêtements et des serviettes, les attachant aussi fermement que possible. Une canette de bière glacée fut appliquée sur le front de Steven et des couvertures chaudes furent placées sur son corps. L'ambulance avait été appelée et était en route. Lorsque Robert eut bandé toutes les blessures de Steven, lui et quelques autres soulevèrent le garçon sur un lit gonflable et le portèrent vers l'ambulance qui approchait. Steven fut transporté d'urgence à l'hôpital et reçut un traitement des chirurgiens dans les 20 minutes suivant l'attaque. La rapidité était essentielle pour sauver la vie de Steven. La réaction rapide de ceux qui avaient été témoins de l'attaque avait permis de le sortir de l'eau et de le traiter aussi vite que possible. Steven déclara que l'attaque était douloureuse. Il avait été mordu au moins 4 fois. Les dents du requin avaient entaillé son bras, sa jambe, ses fesses et son dos. Il décrivit avoir senti un craquement lorsque le requin l'avait mordu, mais l'adrénaline qui parcourait son corps avait permis au jeune garçon de supporter la douleur. Il passa une semaine à l'hôpital St. Mary's de West Palm Beach. Ses plaies ouvertes furent suturées. Les témoins qui étaient restés sur la plage après l'attaque virent plusieurs requins s'agiter dans la traînée de sang que Steven avait laissée derrière lui. Ces chirurgiens retirèrent des fragments de dents de ces morsures, qui furent identifiés comme appartenant à un requin soyeux commun dans la région. Des témoins oculaires identifièrent également l'espèce des requins qui s'agitaient dans les bas-fonds comme ressemblant à un requin soyeux. Bien qu'il y ait eu certainement plus d'un requin tournant autour de Steven, on pense qu'un seul était responsable de l'attaque. Certains affirmèrent avoir vu plusieurs requins mordre Steven. Le requin responsable des morsures était estimé mesurer environ 2,70 mètres de long, d'après les témoignages oculaires et la taille de l'aileron et du corps qui dépassait de la surface de l'eau. Le requin avait causé des dommages importants à Steven et l'avait laissé avec une mobilité limitée dans son bras et sa main gauche. Il avait eu de la chance d'être en vie. Une enquête fut ouverte sur les actions des adolescents pêcheurs. Leur comportement imprudent, consistant à être dans l'eau avec l'intention délibérée d'attirer des requins à proximité d'une plage de baignade, était examiné de près. Les propriétaires fonciers et les communautés locales furent également accusés de négligence, car ils n'avaient pas averti les nageurs des dangers ni fourni une protection adéquate telle que des filets, des clôtures ou des dispositifs de dissuasion des requins dans la zone. On ne sait pas quel fut le résultat de ces contestations juridiques. Il est incroyable que Steven ait survécu à son attaque de requin. Bien qu'il ait des séquelles à vie, l'action rapide de ceux qui l'entouraient et la capacité à se rendre à l'hôpital en quelques minutes ont tous contribué à assurer sa survie. On ne peut blâmer le requin pour son attaque. Il avait été attiré dans la zone et cherchait des proies près de la plage. L'eau trouble peut également avoir contribué à sa mauvaise identification de Steven, conduisant le requin soyeux à attaquer. Heureusement, il était entouré des bonnes personnes pour l'aider en cas d'urgence, et il a survécu pour se souvenir du jour où il a failli connaître son destin malheureux. Les attaques de requins sont le sujet de cauchemars, ce dont sont faits les films d'horreur. Et pourtant, compte tenu du nombre de personnes qui entrent dans l'eau chaque année, elles restent assez rares. Mais il existe quelques conditions qui rendent les attaques de requins plus susceptibles de se produire. Dans cette attaque de requins, quelques-unes de ces conditions ont pu jouer un rôle. Les attaques sont plus fréquentes dans une eau plus chaude que 21 degrés sacrés. C'est probablement parce que ces températures sont plus attrayantes pour les nageurs, et donc plus de gens entrent dans l'eau quand il fait plus chaud. Les attaques ont également tendance à se produire au crépuscule et à l'aube, lorsque les requins sont les plus actifs, ou juste après midi, qui est le moment où la plupart des gens vont nager. Elles sont également plus susceptibles de se produire à la surface de l'eau ou dans des mers agitées, où les mouvements de nage sont plus erratiques. À la surface ou dans une eau turbulente,
Nous pouvons être considérés comme des proies en détresse, un aimant pour les requins. Nous pouvons même être confondus avec une autre proie, comme un lion de mer, lorsque nous sommes silhouettés contre la surface de l'eau. Certaines de ces raisons d'attaque semblent avoir été la cause d'une tragédie qui s'est produite en Australie en 1959. Deux jeunes hommes, Stanley Mullins et Raphael Bishop, prirent la mer tôt le matin du 19 décembre. La température de l'eau dans la mer de corail autour de Brisbane, à cette période de l'année, est typiquement entre 24 et 27 degrés Fahrenheit. Le soleil était déjà haut dans le ciel, la mer était agitée, de petites vagues se brisaient à la surface de l'eau, remuant le sable en dessous. La visibilité dans l'eau était faible. Stanley et Raphael se dirigèrent vers Wynnum, dans la baie de Moran, située juste au sud de Brisbane. La baie abrite de nombreuses îles, notamment l'île North Stradbroke, l'île Mauritan et les îles du sud de la baie de Mauritan. Ces îles offrent une variété d'activités telles que la natation, le surf, la plongée avec tuba et la randonnée. Elles sont une destination populaire tant pour les touristes que pour les habitants. La région abrite une faune variée, comprenant des dauphins, des tortues et des oiseaux marins. Les requins rôdent également dans ces eaux. Depuis le début des enregistrements d'attaques de requins en 1962, il y a eu 39 attaques au large des côtes de Brisbane, dont 6 se sont avérées mortelles. Stanley et Raphael déchargèrent leur véhicule et traînèrent leur canot pneumatique à travers le sable jusque dans l'eau. Le maintenant stable contre les vagues déferlantes, ils y grimpèrent, chacun une rame à la main. Ils pagayèrent contre le courant, dépassant les brisants et continuèrent à pagayer jusqu'à environ 1,5 miles du rivage. Puis, ils s'arrêtèrent. Ils passaient la matinée à pêcher le crabe depuis le bateau. C'était un passe-temps qu'ils appréciaient tous les deux, être sur l'eau loin de l'agitation de la vie quotidienne. Le bateau tanguait dans les vagues agitées, mais les deux amis y étaient habitués. Ils remontèrent les crabes, remplissant facilement leurs seaux. La journée se passait bien. C'était un début de journée agréable et les deux amis seraient de retour chez eux à temps pour le petit déjeuner. Mais le son de leur voix, les vibrations de la mer frappant les côtés du bateau et l'odeur de l'appât frais attirèrent quelque chose de plus près. Un prédateur rôdait à proximité sous les vagues. Par curiosité et toujours à l'affût d'un repas opportuniste, un requin bulldog tournait dans les eaux troubles en dessous. Il observait et attendait, examinant le petit bateau qui tanguait dans la mer. Il était curieux. Alors que Stanley abaissait à nouveau sa ligne dans l'eau, il fit accidentellement tomber sa rame par-dessus bord. Ils en avaient besoin pour retourner au rivage. Ce serait difficile avec une seule rame contre la mer agitée. Dans l'eau agitée, elle s'éloignait de plus en plus du bateau. Sans hésiter, Stanley enleva sa chemise et plongea dans l'eau. Il nagea quelques mètres et saisit la rame. L'eau salée piquait ses yeux. Les embruns salés giflaient son visage. Il se retourna et se dirigea vers le bateau. La rame flottait à la surface de l'eau et il la poussait devant lui en direction du canot. Raphaël continuait à faire pendre sa ligne sur le côté du bateau. Son ami serait de retour à bord en un rien de temps. Stanley n'était qu'à quelques mètres du bateau lorsqu'il sentit une forte traction sur ses jambes. Il poussa un cri déchirant. Raphaël sauta rapidement de l'autre côté du bateau. Il se pencha par-dessus bord pour aider son ami, mais il était trop tard. Stanley avait disparu. Il s'était évanoui sous la surface de l'océan en un instant. Une seconde, il était là, et la suivante, il avait disparu. Raphaël chercha frénétiquement son ami. Il ne voyait aucune trace de lui. Il n'y avait pas de sang, pas de bulles, ni de rides, pas d'éclaboussure, ni d'agitation. Il n'avait réussi à pousser qu'un seul cri avant d'être complètement submergé, pour ne plus jamais être revu vivant. Choqué, dévasté et terrifié, après une recherche approfondie de Stanley, Raphaël regagna le rivage. Il appela les autorités et leur raconta l'histoire. C'était un mystère.
Bien qu'un requin fût suspecté, certains responsables suggérèrent une crise cardiaque ou une crampe, car il n'y avait eu aucune observation de requin. Il n'y avait pas eu de lutte, ce qui était généralement observé lors des attaques de requins. Peut-être s'agissait-il d'un requin si grand qu'il l'avait pratiquement avalé tout entier. Peut-être l'avait-il entraîné sous l'eau si rapidement qu'il n'avait laissé aucune trace, ou peut-être plusieurs requins l'avaient-ils entraîné vers le fond. Sa famille et ses amis avaient besoin de réponses. Bientôt, il y aurait des preuves, mais elles pourraient soulever plus de questions que de réponses. 3 jours après sa disparition, le pêcheur professionnel Desmond Burks pêchait juste au large des côtes de Winam. Il avait entendu parler de la disparition de Stanley, et maintenant il pêchait presque exactement au même endroit. Il aperçut quelque chose dans l'eau, une découverte terrible et troublante. En y regardant de plus près, c'était le corps d'un jeune homme, le corps de Stanley. Desmond le hissa à bord et appela les autorités pour signaler la découverte. Le jeune homme de 29 ans avait perdu un bras. Il avait plusieurs morsures sur le corps, rappelant une attaque de requin. Mais lorsque son corps fut examiné par des professionnels de santé, on pensa qu'il avait subi plusieurs attaques. Différentes marques de morsures sur son corps avaient été faites par différents requins. Stanley avait-il été tué par un groupe de requins, une meute? Les journaux locaux semblaient le penser, décrivant comment Stanley Mullins, père de 5 enfants, avait été déchiqueté par une meute de requins bulldog alors qu'il nageait au large. C'était un incident tragique. Il avait été emporté si jeune et laissé derrière lui une jeune famille. 5 enfants étaient maintenant sans leur père. Mais est-il probable qu'il ait été tué par plus d'un requin dans une frénésie alimentaire? Il y aurait sûrement eu des preuves pendant l'attaque. S'il y avait eu plusieurs requins dans la zone, Raphaël aurait sûrement vu une sorte d'agitation dans l'eau. Avait-il vraiment plongé au milieu d'une meute de requins pour récupérer sa rame sans le savoir? Les requins bulldogs sont considérés comme extrêmement dangereux pour les humains, en raison de leur tendance agressive et de leur capacité à nager à la fois en eau douce et en eau salée. Ils peuvent remonter les rivières et se trouvent près des estuaires et des eaux côtières peu profondes, les mêmes eaux que les gens fréquentent souvent. Les femelles sont les plus grandes des deux sexes et peuvent atteindre jusqu'à 2,4 mètres de long et peser jusqu'à 130 kg. Mais les requins bulldogs sont généralement des chasseurs solitaires, ne se réunissant qu'occasionnellement par paires pour traquer leur proie. À certaines périodes de l'année, lorsque les populations de poissons sont concentrées, plusieurs requins peuvent se rassembler dans une petite zone pour se nourrir. Cette frénésie alimentaire peut impliquer plusieurs individus chassant ensemble. Peut-être était-ce le cas avec Stanley. On ne sait pas exactement ce qui est arrivé à Stanley. Il est plus probable qu'il ait été pris par un requin, un grand qui l'a complètement pris au dépourvu et l'a entraîné sous la surface sans lutte. Il est possible que son corps ait ensuite été pillé par d'autres requins avant d'être trouvé par les pêcheurs. Malgré des événements tragiques et terrifiants comme celui de Stanley Mullins, les chances d'être attaqué par un requin sont aussi infimes que d'1 sur 3 milliards. Bien que ces cas soient extrêmement rares, si l'attaque vous arrive, peu importe sa rareté, vous vous battrez quand même pour votre vie dans les mâchoires de l'un des prédateurs les plus puissants et les plus redoutables de la nature, priant pour survivre et éviter de rencontrer votre destin. Personne sans méfiance dans l'eau, l'amenant à sa fin tragique. C'était le dimanche 29 novembre 1964. Alors que la foule habituelle appréciait un jour de congé sans travailler ni faire d'activités excitantes, Henry Borst et ses amis prévoyaient de visiter l'océan. Ce n'est pas que Henry faisait partie de la foule habituelle pour commencer. Après tout, il était un photographe sous-marin passionné. S'il ne jouait pas du saxophone en tant que leader d'un groupe de rock and roll basé à Melbourne, l'homme semblait pouvoir tout faire. Alors, quand il avait une idée,
personne ne disait à Henry qu'il ne pouvait pas ou ne devait pas le faire, pas même sa petite amie Jill Radcliffe. Donc, quand Henry prévoyait de visiter l'océan, c'était bien plus captivant que de simplement tremper ses orteils sur les plages d'Australie. Filmer des phoques sur une île ancienne et isolée au large de la côte de Victoria et faire de la chasse sous-marine dans les eaux environnantes était ce que Henry avait en tête. Un dimanche typique, Henry se préparait avec son équipe pour aller à l'île Lady Julia Percy, une île volcanique isolée située à 22 km de Port Fairy. Formée il y a environ 7 millions d'années par de violentes éruptions sous-marines, l'île s'est séparée du continent australien lorsque la masse terrestre s'est séparée de l'Antarctique. L'eau entourant l'île a une profondeur de 30 à 50 mètres. De fortes vagues sont brisées par les rochers acérés sur les rivages. À l'extrémité sud-ouest de l'île se trouvent des falaises verticales, des criques rocheuses, des plateformes côtières et d'anciennes grottes marines remplies de créatures océaniques et de cavernes mystérieuses. Fait intéressant, Lady Julia Percy abrite la plus grande colonie de reproduction d'otaries à fourrure australienne. De plus, l'île isolée offre un habitat à des oiseaux de mer rares, même selon les normes de la faune australienne. Cependant, là où il y a des otaries à fourrure, il y a aussi l'un de leurs prédateurs naturels, le grand requin blanc. Sans que Henry et ses amis ne le sachent, ce serait le jour qui changerait leur vie à jamais. Le Victorian Aqualung Club, auquel appartenait Henry, et les membres du Port Fairy Mantis Skin Diving Club quittèrent le quai de la rivière Emo à bord d'un bateau commercial de pêche aux requins. Le cinéaste portait une combinaison noire à capuche, ce qui n'était pas rare à l'époque. Finalement, les deux groupes arrivèrent sur les rivages de l'île Lady Julia Percy, où ils devaient commencer à explorer la zone et à filmer les phoques. Garant le bateau à quelques mètres au large de l'île Lady Julia Percy, Henry et ses amis, Diet, Mara Cooper et Fred A.R., parlaient d'une histoire terrifiante. Ce n'était pas exactement le genre de choses dont la foule habituelle parlerait juste avant de plonger dans l'océan et de se mettre à la merci des vagues. L'histoire terrifiante parlait d'un énorme grand requin blanc qui errait dans la zone environnante. On l'appelait Big Ben. Bien qu'il y ait rarement de vérité dans la plupart des histoires de monstres comme celle-ci, il n'était pas difficile d'y croire à ce moment-là, compte tenu des milliers d'otaries à fourrure que l'on pouvait percevoir à perte de vue. Mettez un homme sur un bateau au milieu de l'océan près d'une île isolée et vous obtenez les ingrédients parfaits pour la créature la plus monstrueuse vivante, même si ce n'est que dans l'imagination. Cependant, selon les habitants qui affirmaient que l'énorme requin mesurait au moins 6 mètres de long, la créature était bien réelle et ils avaient les cicatrices pour le prouver. Pour Henry, cependant, c'était simplement une autre opportunité passionnante pour son portfolio. Henry entra dans l'eau vers 12h45. Nageant dans les parties profondes, Henry tourna un film pendant environ 1 heure et revint au bateau vers 13h15. Insatisfait du premier rouleau de film, Henry entra à nouveau dans les eaux. Cette fois, il était accompagné de Dietra et Fred, tous deux équipés de lances courtes. Personne n'aurait pu prédire qu'ils émergeraient de cette plongée à jamais changée par les événements à venir. Faisant une plongée libre, les 3 amis trouvèrent un groupe de phoques se roulant dans les vagues. Henry se tourna immédiatement pour filmer et se concentra sur un phoque mâle parmi le troupeau. Soudain, les phoques firent demi-tour et les vagues énergiques devinrent calmes. Quelque chose n'allait pas. Cependant, en raison de la mauvaise visibilité dans l'eau, les plongeurs ne pouvaient pas vraiment discerner ce qui se passait. Ils plongèrent plus profondément, à 10 mètres, et se collèrent au fond. Ils ne trouvaient toujours pas les phoques et réalisèrent qu'ils devaient remonter. Henry perça la surface et sa tête émergea. Cependant, une force incroyable le frappa comme un train de marchandises dès que sa tête brisa la surface.
Avant qu'il ne puisse comprendre ce qui se passait, Henry savait ce qui l'avait attaqué et leva les bras en l'air pour signaler aux autres plongeurs. Il cria à plein poumon « Requin !» Soudain, il fut déchiré à travers l'eau avec une férocité incroyable et traîné sous l'eau. Il ne pouvait rien y faire. L'eau explosa dans le chaos. La force qui tirait Henry vers le bas était si forte que son masque et son tuba furent arrachés de son visage. Et puis, à partir de là, en une fraction de seconde, il aperçut l'auteur maraudeur. C'était un grand requin blanc, c'était Big Ben. La créature s'était accrochée à sa jambe, le secouant comme un chien secouant une vieille pantoufle. Henry essaya désespérément d'atteindre les yeux de la créature, mais son grand museau l'en empêchait. Il ressentit la douleur brûlante des dents du requin perçant son mollet alors qu'il griffait son visage. Au-delà de la douleur, il y avait un problème plus pressant. Henry se noyait. Il retenait sa respiration depuis environ 45 secondes alors que l'assaut continuait. Il suffoquait alors que l'énorme créature le tirait et le faisait rouler d'un côté à l'autre. Henry se souvint de la conversation qu'il avait eue sur le bateau à propos de Big Ben. Il était rempli de peur et de désespoir. Et puis soudain, les tiraillements et les roulements s'arrêtèrent. Henry put presque sentir un moment de paix. Il nagea vers la surface et émergea, haletant pour aspirer autant d'air qu'il le pouvait. Il tâtonna autour de sa jambe gauche, mais elle n'était plus là. Le requin l'avait arrachée. Malgré le choc immense, Henry parvint à rassembler sa concentration. Dipar et Fred atteignirent Henry. Cependant, il n'était pas encore tiré d'affaire car le requin était de retour pour en avoir plus, ayant pris goût à Henry. La créature s'approcha de lui à nouveau, avide d'une autre bouchée du cinéaste sans défense. Cependant, Dipar et Fred repoussèrent la bête en utilisant leurs petites lances à main. Le requin revint au moins 5 fois, et chaque fois, Dipar et Fred luttèrent contre lui. La créature était si persistante à s'en prendre à Henry que les lances à main furent déformées dans la bagarre. Finalement, le bateau de plongée se dirigea à toute vitesse vers l'agitation. Jill saisit la ligne de sécurité et finalement, Henry fut ramené à bord du bateau. Henry reçut immédiatement les premiers soins sur le bateau alors qu'il saignait abondamment. Les autres plongeurs l'amenèrent au centre et appliquèrent rapidement un garrot à sa blessure. Même s'il y avait encore des membres sur l'île, le cas de Henry était beaucoup plus urgent. Le capitaine décida de se diriger vers l'hôpital et de revenir chercher les autres membres sur l'île plus tard. Le capitaine appela immédiatement à l'aide et demanda une transfusion sanguine. Lorsqu'ils arrivèrent à Port Fairy, une ambulance les attendait déjà avec quelques litres de sang. Selon le médecin, Henry avait perdu 3,5 L de sang dans l'attaque. Il fut transporté d'urgence à l'hôpital de Warrnambool. 2 théories principales émergèrent de l'incident. Premièrement, selon Dipar, Henry caressait un chien sur la plage et sur le bateau, l'odeur du chien s'était transmise à Henry, incitant le requin à l'attaquer. L'autre théorie était que Henry portait une combinaison doublée de jaune. Selon les experts et 2 universités australiennes, les requins sont daltoniens. Mais ils sont très sensibles aux objets contrastés sous les eaux troubles de l'île Lady Julia Percy. Ce jour-là, les marques de couleur jaune sur le maillot de bain de Henry auraient été un contraste saisissant avec les eaux environnantes, attirant peut-être l'attention de l'un des grands requins blancs. Cependant, beaucoup de gens soutiennent que les chances d'être attaqués sont bien moindres que celles d'être perdus en mer. Après tout, les couleurs vives aident à être repérées par les équipes de sauvetage. Néanmoins, Henry fut attaqué vicieusement malgré le fait d'être entouré de phoques. Il eut de la chance d'être en vie. Finalement, Henry se rétablit complètement et retourna dans l'eau après quelques semaines. En 1968, il sortit un documentaire intitulé « Savage Shadow », où une partie des images réelles de l'attaque et une reconstitution furent montrées. Dans une interview ultérieure,
Henry ne garda pas rancune envers la créature. Pour lui, ils agissaient simplement selon leur nature. Heureusement pour Henry, il était entouré d'un groupe de plongeurs hautement qualifiés et entraînés. Certaines personnes n'ont pas cette chance. De plus, Henry considérait la perte de sa jambe comme faisant partie de sa chance, car cela l'avait aidé à survivre et à se libérer de l'emprise du requin. Mais contrairement à la plupart des attaques de grands requins blancs effectuant une morsure d'essai, ce requin était déterminé à manger Henry vivant car il revint le chercher 5 fois. Sans les amis de Henry, il aurait certainement connu une fin malheureuse. Alors que la guerre en Ukraine faisait rage, Vladimir Papov, un Russe de 23 ans, décida de quitter son pays natal, la Russie. Il voulait éviter la conscription obligatoire dans les forces armées. Ce n'était pas la vie qu'il voulait pour lui-même, et son père Yuri ne voulait pas que son fils risque sa vie en combattant. Pour cette raison, tous deux déménagèrent en Égypte, laissant derrière eux la mère de Vladimir, qui resta dans la maison familiale à Balika, près de Moscou, et la petite amie de Vladimir, Anastasia. Ils se dirigèrent vers la côte de la mer Rouge en Égypte, trouvant leur marque et profitant de la vie tranquille. Vladimir trouva un travail en ligne en tant que consultant informatique. C'était la façon parfaite de travailler à distance, depuis le confort de sa propre maison. L'arrangement semblait convenir au jeune homme et à son père, mais il ne faudrait pas longtemps avant que la tragédie ne frappe. Le 8 juin 2023, quelques mois seulement après avoir déménagé en Égypte, Yuri et Vladimir descendirent à la mer à côté de l'hôtel Dream Beach, dans la station balnéaire égyptienne de Hurghada. Cette ville pittoresque s'étend sur près de 50 km le long de la côte de la mer Rouge. L'endroit est magnifique, avec des plages de sable blanc et doré bordant les eaux turquoises. Des yachts de luxe et des bateaux à moteur mouillent juste au large et les vacanciers profitent du soleil depuis le confort de leur transat. Vladimir pensait avoir trouvé un véritable trésor en déménageant dans un endroit aussi magnifique. Il entra dans l'eau ce jour fatidique, partant pour une baignade qui devait être sa dernière. La mer calme était invitante, la température de l'air chaude et l'eau fraîche. Vladimir nagea vers le large depuis la plage dans la zone de baignade sécurisée. Plusieurs autres baigneurs profitaient de l'eau en même temps. Puis il y eut un cri. Quelqu'un avait vu quelque chose. Le pire cauchemar de tous se réalisait. Quelque chose auquel nous pensons tous quand nous entrons dans l'eau. L'image claire d'un aileron dorsal perçant la surface. Tout le monde se précipita frénétiquement vers la plage, mais alors que Vladimir se retournait pour nager vers le rivage, il sentit une forte traction sur sa jambe et poussa un cri de douleur. Ce qui suivit fut une attaque dévastatrice et vraiment choquante. Il est rare qu'une attaque animale soit observée par des centaines de personnes à seulement quelques mètres de la victime. Mais c'est exactement ce qui est arrivé à Vladimir. Lorsque les gens entendirent les cris de Vladimir, ils se levèrent de leur siège et regardèrent à travers l'eau. À seulement 6 mètres de la plage, Vladimir était secoué par un énorme requin. Lorsqu'il fut brièvement relâché, les gens purent voir l'aileron dorsal terrifiant encerclant le jeune homme. Puis il fut traîné sous l'eau. Il se débattit, on pouvait le voir essayer de repousser le requin loin de lui. Mais il était trop agile, trop rapide et trop puissant. Il y eut un fracas et un bouillonnement de l'eau alors que Vladimir était entraîné hors de vue. Le grand corps gris du requin s'arqua hors de l'eau. On vit les jambes de Vladimir donner des coups de pied dans l'air, au-dessus de la surface, alors qu'il était retourné et renversé. Il tournoya en cercle comme une machine à laver. Puis, il refit surface, étourdi et désorienté. Vladimir commença à faire quelques brasses vers le rivage. Comme il devait être terrifié, ne pouvant pas voir le requin, sachant qu'il était quelque part en dessous de lui, sachant qu'il allait probablement revenir pour plus, tournant autour de ses jambes avant de venir pour le tuer. La plage était si proche, terriblement proche.
Il était entouré d'un nuage rouge, son propre sang se déversant dans la mer Rouge. Il fit quelques brasses anxieuses vers l'avant. Les gens pouvaient voir la nervosité dans son langage corporel. Ils pouvaient voir qu'il ne savait pas quoi faire, de quel côté se tourner. Vladimir pouvait voir son père sur la terre ferme. Il pouvait voir la foule de gens qui s'étaient rassemblés au bord de l'eau. Mais personne ne venait à son secours. « Papa !» cria-t-il. « Aide-moi !» Mais son père ne pouvait rien faire. Un bateau de sauvetage fut lancé par les sauveteurs dès que l'attaque se déclencha. Ils se dirigèrent à moteur vers Vladimir alors qu'il flottait dans l'eau pendant quelques secondes angoissantes. Puis l'ombre de l'énorme requin émergea à nouveau sous lui. Il n'en avait pas fini avec lui. Ses mâchoires s'ouvrirent grand alors qu'il remontait par en dessous. Il saisit à nouveau Vladimir, cette fois autour de son torse, et plongea profondément sous l'eau avec le jeune Russe dans ses mâchoires. Des témoins rapportèrent avoir vu le corps inerte et sans vie de Vladimir refaire surface encore et encore alors que le requin continuait à le dévorer. Pendant les 2 heures suivantes, le requin tourmenta la foule, tirant et secouant le corps de Vladimir. Ce fut vraiment un cauchemar pour tous ceux impliqués. Un sauveteur du nom de Mohammad aurait nagé vers Vladimir et un autre touriste dans l'eau pendant l'attaque. Il pouvait voir que l'eau entourant Vladimir était pleine de sang. Il pouvait voir à quel point Vladimir était déchiqueté. Lorsqu'il avait levé un bras, Mohammad vit que la main de l'homme manquait. Il faillit laisser retomber le corps dans la mer lorsqu'il remarqua que le requin lui avait arraché la tête. Le requin avait également déchiré la poitrine de l'homme. D'énormes morsures manquaient à l'abdomen. C'était la vision la plus horrifiante qu'il ait jamais vue. Il était clair que Vladimir était déjà décédé. Il concentra donc son attention sur une touriste qui nageait près de Vladimir. Elle était en état de choc, à peine capable de bouger. Mohammad la saisit sous les bras et la ramena au rivage. Là, elle fut réconfortée et prise en charge par les baigneurs. Lorsque le requin eut eu son comptant, les autorités purent le capturer. Ils traînèrent de longs filets derrière des hors-bords et encerclèrent le requin. Il fut piégé et ramené sur le rivage. C'était un énorme requin-tigre, mesurant 3 mètres de long. Ses marques distinctives étaient visibles sur son corps puissant alors qu'il était tiré sur le sable. Son sort était désormais scellé. Une foule se rassembla pour voir à quoi ressemblait un requin tueur. Puis, ils commencèrent à le battre, tenant des barres de métal et des bâtons en bois. Des hommes commencèrent à frapper le requin à plusieurs reprises, sur sa tête et son visage. Le requin tenta de s'échapper, son corps impuissant sur la terre ferme. Il battit de la queue et se tortilla, désespéré d'avoir de l'eau. Après ces 2 morts brutales, le requin-tigre fut ouvert. À l'intérieur de son estomac se trouvaient certains des restes de Vladimir. C'était une découverte macabre. La tête de Vladimir et plusieurs autres parties du corps étaient à l'intérieur du ventre. Mais une autre découverte pourrait avoir expliqué son comportement agressif et la raison de cette attaque dévastatrice. À l'intérieur d'elle se trouvaient des bébés requins. Les requins-tigres pondent en interne, puis les œufs éclosent à l'intérieur de la mer. Les bébés survivent à l'intérieur d'elle jusqu'à ce qu'ils soient prêts à naître environ 16 mois plus tard. L'expert marin et compatriote russe Dimitri Olov est arrivé à sa propre conclusion sur ce qui s'est passé et pourquoi le requin a attaqué Vladimir. Il pensait qu'étant si grande et lourdement chargée, ses proies typiques auraient pu être trop rapides pour elle. Il était beaucoup plus facile pour elle de chasser des humains qui étaient relativement lents et sans défense dans l'eau. Cependant, biologiquement et écologiquement, cela ne semble pas avoir de sens. Mais Dimitri pensait que ce requin-tigre n'était pas étranger à la chair humaine. L'année précédant la mort de Vladimir, un requin-tigre avait attaqué 2 touristes féminines, une Autrichienne et une Roumaine, au même endroit. D'autres experts ont affirmé que le comportement du requin
aurait pu être influencée par l'augmentation des températures de la mer Rouge. Elle aurait pu migrer vers le golfe de Suez et des eaux plus fraîches. Après l'attaque, Yuri parla de la mort de son fils. Il ne gardait aucune rancune envers le gouvernement égyptien et dit remarquablement que c'était tragiquement le destin de Vladimir d'être mangé par le requin. Un commentaire inhabituel, mais qui a probablement rendu la mort de son fils plus facile à gérer. De retour en Russie, la mère de Vladimir apprit les terribles événements. Son fils avait déménagé en Égypte pour éviter une mort prématurée. Il avait toute la vie devant lui, et maintenant le monde de sa mère s'écroulait. Après l'examen médico-légal du corps de Vladimir et de ses restes, Yuri reçut l'autorisation de l'incinérer et de ramener les cendres dans sa patrie, la Russie, le lieu de repos final de Vladimir. Quant au requin, les autorités voulaient que cet énorme spécimen soit préservé. Peut-être pourrait-il servir de forme d'éducation pour les touristes et les habitants. Une équipe de 5 experts en embaumement entreprit la tâche de momifier le requin, afin qu'il puisse être exposé dans le musée local. La mer Rouge a été en proie à des attaques de requins au fil des décennies. Peut-être est-il temps maintenant de faire quelque chose à ce sujet. Comme la surpêche supprime les sources de proie des requins, tels que les grands poissons comme le thon, ils se tournent vers d'autres proies potentielles pour assouvir leur appétit, se rapprochant du rivage. Ces prédateurs incroyables sont plus susceptibles d'attaquer à nouveau que jamais auparavant. Peut-être les stations balnéaires de la mer Rouge devraient-elles installer des filets anti-requins pour protéger les baigneurs, une tactique qui s'est avérée efficace dans d'autres parties du monde. Suite à l'attaque de Vladimir, les plages furent fermées. La mer se vida alors que les touristes quittaient les stations balnéaires. Mais quelques jours plus tard, le gouvernement local jugea l'eau à nouveau sûre. Des hors-bords et des plongeurs de sécurité maintinrent une présence le long de la côte pour rassurer les visiteurs et continuer à surveiller tout danger potentiel. Mais combien de temps faudra-t-il avant que les gens n'oublient cet événement tragique? Combien de temps faudra-t-il avant qu'une autre catastrophe ne frappe, avant qu'un autre nageur innocent ne rencontre son